Ma sœur a organisé son mariage le jour de ma soutenance de thèse et a obtenu l'attention qu'elle voulait. J'ai été la première personne de ma famille à faire des études supérieures, et pas n'importe lesquelles, la faculté de médecine. Ce furent 8 années d'un enfer absolu, à cumuler 3 petits boulots tout en étudiant, à vivre de pâtes et à dormir à peine 4 heures par nuit. J'ai manqué toutes les fêtes de famille parce que j'avais des examens ou des stages à l'hôpital. Mes parents disaient toujours qu'ils étaient fiers, mais ils n'ont jamais vraiment compris pourquoi je m'infligeais cela alors que j'aurais pu simplement me marier comme ma sœur Roxane l'a fait à 19 ans. Roxane a abandonné son IUT après un semestre pour épouser son petit ami, Théodore, qui était agent d'assurance. Elle a passé les 7 années suivantes à avoir 3 enfants et à se plaindre de la difficulté de sa vie, pendant que je faisais des gardes de 36 heures à l'hôpital. Quand j'ai finalement obtenu ma place en internat, j'ai appelé ma famille avec la date de ma soutenance de thèse entourée en rouge sur mon calendrier. Le 15 mai. J'avais déjà acheté les billets de TGV pour mes parents comme surprise. Ma mère a pleuré au téléphone, disant qu'elle avait hâte de me voir traverser cette estrade. 2 semaines plus tard, Roxane m'a appelé, criant d'excitation pour m'annoncer sa nouvelle. Elle et Théodore allaient renouveler leurs vœux pour leur 8e anniversaire et organiser le grand mariage qu'ils n'avaient jamais eu. La date était le 15 mai. Je lui ai dit que c'était le jour de ma soutenance de thèse et elle a répondu que j'avais déjà eu de nombreuses cérémonies de remise de diplôme auparavant, donc en manquer une ne me tuerait pas. Quand je lui ai rappelé que c'était la médecine et non une cérémonie ordinaire, elle a dit que j'étais égoïste d'essayer de la faire changer de date alors qu'elle avait déjà versé des acomptes. Elle a vraiment dit que ma soutenance n'était qu'une cérémonie ennuyeuse, mais que son mariage était un événement unique dans une vie. Je l'ai interrogée sur son premier mariage et elle m'a raccroché au nez. Roxane a immédiatement appelé nos parents en pleurant, racontant comment j'essayais de gâcher sa journée spéciale. Elle leur a dit que j'avais exigé qu'elle change tout juste pour que les gens me prêtent attention. Elle a prétendu que j'avais toujours été jalouse de sa belle famille et que j'essayais de saboter son bonheur. Ma mère m'a appelé, déçue, en disant que Roxane avait déjà payé pour le lieu et que ce serait un gaspillage d'argent de changer. Et mon père a dit que je n'avais qu'à demander à ce qu'on m'envoie mon diplôme par la poste, car ils avaient choisi son mariage. J'ai répondu que je comprenais parfaitement et j'ai souhaité le meilleur à Roxane. Puis, j'ai agi de manière stratégique. D'abord, j'ai personnellement appelé ma famille élargie pour les informer de ma soutenance de thèse. Mes tantes, oncles, cousins et tous ceux qui m'avaient vu lutter pendant mes études. Je leur ai dit à quel point leur présence signifierait beaucoup pour moi, car c'était une si grande réussite. Ils étaient tous déjà au courant du mariage de Roxane, mais quand ils ont appris que c'était le même jour où je deviendrais médecin, ils ont tous dit qu'ils préféraient venir à ma cérémonie. Mon oncle, qui avait payé certains de mes manuels, a dit qu'il ne manquerait pour rien au monde l'occasion de voir son investissement porter ses fruits. Ma grand-mère, sur qui Roxane comptait pour payer les fleurs, a dit qu'elle préférait voir sa petite-fille devenir médecin plutôt que de voir Roxane se remarier avec le même homme. Ensuite, j'ai contacté tous les amis de la famille, ceux qui nous connaissaient depuis l'enfance. Je leur ai dit à quel point j'étais excitée d'avoir enfin terminé après 8 ans de sacrifice. Ils ont tous choisi ma soutenance de thèse. Même la demoiselle d'honneur de Roxane a dit qu'elle avait déjà assisté à l'un des mariages de Roxane et n'avait pas besoin d'en voir un autre. Le meilleur moment a été quand j'ai appelé les parents de Théodore. Ils se sentaient toujours coupables d'avoir manqué une cérémonie importante au début de mes études à cause d'une des crises de Roxane. Et quand ils ont appris qu'elle avait programmé le renouvellement des vœux le jour de ma soutenance de médecine, la mère de Théodore est devenue furieuse. Elle a dit que Roxane était égoïste et qu'il serait à ma cérémonie pour soutenir quelqu'un qui avait vraiment accompli quelque chose. 2 semaines avant le grand jour, Roxane s'est rendue compte que sa liste d'invités était passée de 150 à une vingtaine de personnes et m'a appelé en sanglotant, exigeant que je dise à tout le monde d'aller à son mariage. J'ai fait l'innocente et j'ai dit que je pensais qu'elle ne voulait pas de gens égoïstes à sa célébration. Elle a quand même essayé de convaincre nos parents de forcer les gens à la choisir, mais ma mère était trop embarrassée pour appeler qui que ce soit après qu'ils aient déjà choisi ma soutenance. Roxane a dû annuler le renouvellement car le lieu exigeait un nombre minimum d'invités qu'elle ne parvenait pas à atteindre. La semaine suivant l'annulation de Roxane, mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de mes parents, aucun message de Roxane, rien.
Mais ma famille élargie a continué de me contacter, demandant à quelle heure la cérémonie commençait et où ils devaient me retrouver après. Ma tante a appelé pour dire qu'elle amènerait mes cousins et qu'ils étaient tous excités de me voir traverser cette estrade. Mon oncle, celui qui a aidé avec les livres, a envoyé un message pour demander si j'avais besoin de quelque chose d'autre avant le grand jour. Chaque confirmation ressemblait à une petite victoire, mais le silence de ma famille proche me pesait sur le cœur. Ma grand-mère a appelé le jeudi matin alors que je préparais du café dans mon minuscule studio. Sa voix était différente, plus tranchante que d'habitude. Elle m'a dit qu'elle apporterait quelque chose de spécial pour la soutenance, quelque chose qui compenserait toutes les années où mes parents avaient ignoré ce que j'avais accompli. Elle ne l'a pas dit directement, mais je pouvais entendre la colère sous ses mots. Elle était en colère contre eux pour moi, et savoir que quelqu'un de ma famille voyait vraiment à quel point toute cette situation était injuste m'a serré la gorge. J'ai passé la plupart de mon temps à la bibliothèque de la faculté de médecine cette semaine-là, enfoui dans les livres et les fiches de révision pour mes examens. Le bâtiment était presque vide, car la plupart des étudiants avaient déjà terminé. Mais j'aimais le silence. Je pouvais étaler mes affaires sur une table entière sans me soucier de déranger qui que ce soit. Je lisais sur la pathologie cardiaque quand Delphine s'est assise sur la chaise en face de moi. Elle a regardé mon visage et a demandé ce qui n'allait pas. J'ai essayé de faire semblant. J'ai dit que j'étais juste stressée par les examens finaux, mais elle a continué de me fixer avec ce regard qui signifiait qu'elle ne me croyait pas. Alors je lui ai tout raconté, Roxane programmant son renouvellement de vœux le jour de ma soutenance, mes parents choisissant son mariage, comment j'avais appelé tout le monde et comment l'événement de Roxane avait été annulé. Delphine n'a rien dit pendant une minute, elle a juste tendu la main sur la table et a tenu la mienne. Puis elle m'a dit que toute sa famille viendrait à ma soutenance maintenant, parce que je méritais des gens qui me célèbrent vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pleurer, là, dans la bibliothèque de médecine, pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé. Elle m'a serré dans ses bras par-dessus la table pendant que je pleurais abondamment sur son épaule, et j'ai réalisé que j'avais tout gardé en moi pendant des semaines. 2 jours plus tard, le directeur de mon programme d'internat, le docteur Néron, m'a convoqué dans son bureau. Mon estomac s'est noué. J'étais sûre d'avoir gâché quelque chose, manqué une échéance ou échoué à une exigence dont j'ignorais l'existence. J'ai marché dans le couloir jusqu'à son bureau le cœur battant, repassant tout ce que j'aurais pu faire de mal. Mais quand je me suis assise, il m'a souri. Il a dit que le personnel de l'hôpital avait entendu parler de ma situation familiale par les rumeurs et qu'il préparait quelque chose de spécial pour le jour de la soutenance. Je devais avoir l'air confuse car il a expliqué que tout le monde parlait de la façon dont je travaillais dans 3 petits boulots tout en faisant mes gardes, de la façon dont je ne me plaignais jamais et ne demandais jamais de traitement de faveur. Il m'a dit que me voir exceller malgré tout lui avait appris plus sur le dévouement que n'importe quel livre n'aurait pu le faire. Je suis sortie de son bureau avec le sentiment d'avoir peut-être plus de soutien que je ne l'imaginais. Théodore m'a appelé ce soir-là, ce qui m'a choqué car nous n'avions jamais parlé seuls auparavant. Il avait toujours été juste le mari de Roxane en arrière-plan. Il s'est excusé pour le comportement de Roxane. Il a dit qu'il avait essayé de la convaincre de ne pas choisir le 15 mai, mais elle n'avait pas voulu écouter. Sa voix semblait fatiguée, usée, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Puis il a mentionné la thérapie de couple, presque comme s'il ne voulait pas le dire à voix haute. Cela m'a surprise plus que tout, car Roxane parlait toujours de leur relation comme si elle était parfaite, comme s'ils ne se disputaient jamais ou n'étaient jamais en désaccord sur quoi que ce soit. J'ai réalisé que leur mariage souffrait peut-être beaucoup plus que quiconque ne le savait, et une partie de moi a eu pitié de Théodore. Ma mère m'a envoyé un message le lendemain matin pour me demander si nous pouvions parler. J'ai lu le message 3 fois, cherchant des excuses sincères ou une reconnaissance de ce qu'elle avait fait, mais tout le message était centré sur à quel point Roxane était blessée, comment elle pleurait tous les jours, comment l'annulation l'avait embarrassée devant tout le monde. Rien sur moi, rien sur ma soutenance de thèse ou sur la façon dont elle avait dénigré 8 années de travail. J'ai attendu quelques heures avant de répondre. Puis j'ai écrit un court message disant que je serais heureuse de parler après la cérémonie, quand j'aurais plus de temps. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai senti quelque chose changer en moi. Elle n'a pas répondu immédiatement, et quand elle l'a finalement fait, c'était juste un simple d'accord. Elle savait qu'elle n'avait plus l'avantage,
Plus rien à négocier. 3 jours avant la soutenance, mon oncle m'a emmené dîner dans un restaurant italien chic du centre-ville. Nous avons parlé de mon affectation en internat et de la spécialité que je voulais suivre. Puis il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et l'a glissée sur la table. Je l'ai ouverte et j'ai vu un chèque du montant exact du solde restant de mon prêt étudiant de mon dernier semestre. Mes mains se sont mises à trembler. Il m'a dit que me voir réussir, malgré le manque de soutien de mes parents, lui rappelait l'époque où il avait payé ses propres études des années auparavant. Il a dit qu'il était fier de m'aider à commencer ma carrière médicale sans cette dette qui pesait sur moi. J'ai essayé de protester. J'ai dit que c'était trop, mais il a rejeté mes protestations et m'a dit de simplement accepter le cadeau. Je l'ai serré dans mes bras sur le parking après, et je ne pouvais pas arrêter de dire merci. Roxane a publié quelque chose sur les réseaux sociaux le lendemain. Je l'ai vue en consultant mon téléphone entre les sessions de révision. Elle a écrit un long texte sur la façon dont la trahison familiale faisait plus mal que tout, comment les personnes qui devraient vous aimer pouvaient vous tourner le dos. Quand vous en aviez le plus besoin. Elle essayait clairement de se faire passer pour la victime, me peignant comme la méchante qui avait gâché sa journée spéciale. J'ai parcouru les commentaires et j'ai vu son plan se retourner contre elle en temps réel. Personne après personne me félicitait pour la faculté de médecine au lieu de sympathiser avec elle. Même certains de ses propres amis ont souligné que programmer un événement à la même date que la soutenance de thèse de médecine de quelqu'un était égoïste. Une de ses anciennes camarades de promotion a écrit que Roxane aurait dû avoir plus de bon sens. J'ai vérifié à nouveau 2 heures plus tard et toute la publication avait disparu. La mère de Delphine, Corinne, m'a appelé cet après-midi-là et m'a invité à dîner chez eux avant la cérémonie. Elle a dit qu'elle voulait faire quelque chose de spécial, puisque ma propre famille ne se manifestait pas. Quand je suis arrivée chez eux ce soir-là, toute la famille Garnier était là. Corinne, son mari Rémi, Delphine et sa sœur Rosalie avaient préparé mes plats préférés et acheté un gâteau. Corinne m'a serré dans ses bras à la porte comme si j'étais l'une de ses filles. Pendant le dîner, elle m'a parlé de sa propre sœur, qui était toujours en compétition avec ses réussites, qui essayait d'éclipser chaque bonne chose qui arrivait à Corinne. Elle a dit, parfois, la famille que l'on choisit compte plus que la famille dans laquelle on est né. Rémi a hoché la tête et a ajouté que le sang ne signifiait pas automatiquement la loyauté. Assise à leur table, entourée de personnes qui se souciaient sincèrement de ma réussite, je me suis sentie moins seule que je ne l'avais été depuis des semaines. Mon père a appelé la veille de la soutenance. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Il s'est excusé. Il a vraiment prononcé les mots « je suis désolé » et a admis qu'il s'était laissé emporter par le drame de Roxane sans penser à l'importance de ma réussite. Ses excuses semblaient sincères, mais ensuite il a commencé à trouver des excuses, disant que Roxane était émotive et qu'ils essayaient juste de soutenir leurs 2 filles de manière égale. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, et je le pensais, mais je savais aussi que les choses entre nous avaient changé d'une manière qui ne pouvait être défaite. Il a semblé comprendre cela car il est resté silencieux pendant 1 minute, avant de dire qu'il m'aimait et espérait que j'aurais une excellente journée de soutenance. Ma grand-mère est arrivée en ville ce soir-là et a immédiatement insisté pour m'emmener faire du shopping pour une tenue. Elle voulait que je sois magnifique pour le dîner de célébration. Nous sommes allés dans un grand magasin chic et elle a choisi une belle robe que je ne me serais jamais achetée. Pendant que nous étions à la caisse, elle a sorti une autre enveloppe de son sac. Elle m'a dit qu'elle avait économisé de l'argent spécifiquement pour ce moment, qu'elle voulait que j'aie quelque chose pour mon avenir, que je pourrais utiliser comme je le voulais, sans me sentir coupable. J'ai ouvert l'enveloppe dans la voiture et le montant à l'intérieur m'a coupé le souffle pendant 1 seconde. C'était suffisant pour couvrir ma caution et le premier mois de loyer d'un appartement près de l'hôpital où je ferais mon internat. Ma grand-mère m'a serré la main et m'a dit que je méritais chaque centime par pure détermination et qu'elle était fière de m'aider à commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Le matin du 15 mai est arrivé avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre de mon studio. Je me suis réveillée sans le poids sur la poitrine que je portais depuis des semaines. Mon téléphone affichait un message de Delphine disant qu'elle viendrait me chercher dans 1 heure. Je suis sortie du lit et j'ai pris ma toge de diplômée dans l'armoire où elle était suspendue depuis que je l'avais récupérée là. Semaine dernière. Le tissu bleu foncé était doux sous mes doigts. Je l'ai posé sur le lit et j'ai commencé à me préparer,
prenant le temps de me coiffer et de me maquiller d'une manière dont je ne m'étais pas souciée pendant la majeure partie de mes études. La sonnette a retenti exactement quand Delphine avait dit qu'elle le ferait. Elle est entrée en portant un sac du café que nous aimions et m'a tendu ma commande habituelle. Elle a regardé ma toche suspendue derrière la porte et a souri. Nous nous sommes assises à ma petite table de cuisine, buvant notre café pendant qu'elle me parlait de ses parents. Ils se disputaient sur l'heure à laquelle ils devaient partir pour avoir de bonnes places. Sa mère voulait partir 2 heures à l'avance. Son père pensait qu'1 heure suffisait. Ils se sont mis d'accord sur 90 minutes. Delphine a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Elle a dit que ses parents avaient parlé de moi toute la semaine, à quel point ils étaient excités de me voir diplômée. Elle a fait une pause et a ajouté qu'ils me considéraient déjà comme leur fille supplémentaire après tout le temps que j'avais passé chez eux au fil des ans. Quelque chose s'est noué dans ma gorge quand elle a dit ça. J'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de réel pendant ces 8 années, quelque chose qui allait au-delà du simple fait de terminer mes études. Ces gens étaient devenus ma famille d'une manière que ma vraie famille n'avait jamais réussi à être. Nous sommes allés ensemble sur le campus, les fenêtres baissées et la musique à fond. Le parking se remplissait déjà quand nous sommes arrivés. Des diplômés en toche bleue marchaient vers l'amphithéâtre en petits groupes. J'ai vu des personnes avec qui j'avais passé d'innombrables heures en groupe de travail et en stages hospitaliers. Nous avons trouvé nos sièges désignés dans la zone de préparation derrière l'amphithéâtre. L'assistant du doyen a vérifié nos noms sur une liste et nous a remis nos programmes. J'ai ouvert le mien et j'ai parcouru la liste des noms du doigt jusqu'à trouver le mien. Le voir imprimé la rendait tout soudainement réelle. Delphine était à côté de moi, ajustant son mortier et parlant de la fête que ses parents organisaient pour après. Le coordinateur de la cérémonie a commencé à nous organiser par ordre alphabétique. J'ai fini par me retrouver entre 2 personnes que je connaissais à peine, ayant eu des horaires de stage différents. La musique a commencé et nous avons commencé à entrer dans l'amphithéâtre. Les lumières étaient vives et je pouvais entendre le bavardage des gens dans le public. Nous avons descendu l'allée centrale en 2 rangées. J'ai gardé les yeux fixés droit devant au début, mais ensuite je n'ai pas pu m'empêcher de regarder vers les sièges. Ma grand-mère était assise au premier rang, portant la robe violette qu'elle avait achetée spécialement pour aujourd'hui. Mon oncle était assis à côté d'elle avec sa femme. Les parents de Théodore étaient 3 sièges plus loin. J'ai vu ma tante et 2 de mes cousins. Toute la famille Garnier occupait 2 rangées entières. Corinne a croisé mon regard et m'a fait un signe de la main. Derrière eux, j'ai vu plusieurs personnes de l'hôpital, dont 3 infirmières avec qui j'avais travaillé pendant mon stage de chirurgie. Elles portaient encore leur blouse, probablement en pause entre 2 services. J'ai balayé le reste de la foule et j'ai vu d'autres visages familiers, des membres de la famille élargie que j'avais appelés des semaines auparavant. Le soutien dans cette salle semblait plus grand que ce à quoi je m'attendais. Quand mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène et j'ai pris mon diplôme des mains du doyen. Les applaudissements sont devenus forts. J'ai regardé le public et j'ai vu ma grand-mère debout, applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre. D'autres personnes au premier rang se sont également levées. Le moment s'est étiré. Plus longtemps qu'il n'a probablement duré en réalité. Chaque fête de famille manquée m'est revenue à l'esprit. Chaque nuit où j'ai choisi d'étudier plutôt que de dormir, chaque fois que mes parents ont suggéré que je devrais simplement me marier, tout cela a mené à cette scène, à ce diplôme, à ces applaudissements de personnes qui comprenaient vraiment ce que j'avais accompli. Je suis retournée à ma place et je me suis assise, tenant le porte-diplôme à 2 mains. Le reste de la cérémonie s'est déroulé dans un flou d'autres noms appelés et d'autres applaudissements. Quand ce fut terminé, nous avons tous jeté nos mortiers en l'air, comme il se doit. Les gens ont commencé à affluer vers les sorties pour retrouver leur famille. J'ai été emportée par la foule jusqu'à l'extérieur, où tout le monde prenait des photos. Ma grand-mère m'a trouvée la première, m'a enveloppée dans une étreinte qui a duré plusieurs secondes et m'a dit qu'elle n'avait jamais été aussi fière de quelqu'un de toute sa vie. Mon oncle est venu ensuite et m'a serré la main formellement avant de m'attirer dans une étreinte également. Sa femme s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Elle a dit qu'elle avait toujours su que j'y arriverais malgré le manque de soutien de mes parents. Elle ne l'a pas dit méchamment, elle l'a juste énoncé comme un fait. La mère de Théodore fut la suivante. Elle m'a serré dans ses bras et m'a tenu un long moment. Quand elle s'est reculée,
Elle m'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle était désolée que ma propre mère ne soit pas là pour voir ça, mais qu'elle était honorée d'être à sa place. Sa douceur a brisé quelque chose dans mon calme soigneusement entretenu. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai dû cligner plusieurs fois. Elle m'a serré la main et a souri. La famille Garnier m'a entourée après ça. Corinne m'a serré dans ses bras comme si j'étais l'une de ses filles. Rémi m'a donné une tape sur l'épaule et m'a dit que je méritais chaque instant de cela. Rosalie a pris environ 50 photos avec son téléphone. Delphine est restée à mes côtés, souriant pendant que sa famille nous faisait poser ensemble. Nous avons passé 20 minutes à prendre des photos avec différentes combinaisons de personnes. Ma grand-mère a insisté pour avoir des photos juste de nous deux. Mon oncle en voulait une avec toute sa famille plus moi. Le personnel de l'hôpital qui était venu m'a trouvé et m'a félicité avant de retourner à leur service. Une des infirmières m'a dit qu'elle avait échangé son service spécifiquement pour pouvoir être là. La scène entière semblait écrasante de la meilleure façon possible. Corinne a annoncé qu'elle avait fait des réservations dans un bon restaurant italien du centre-ville pour 18 heures. Elle avait réservé un salon privé à l'arrière qui pouvait accueillir tout le monde. Ma grand-mère a dit que cela semblait parfait. Nous avons convenu de nous y retrouver et tout le monde a commencé à se diriger vers leur voiture. Je suis repartie avec Delphine. Elle a monté le volume de la musique et nous avons chanté faux sur les chansons que nous écoutions pendant nos sessions de révision tardive. Quand nous sommes arrivés au restaurant, le salon privé était déjà dressé avec une longue table pouvant accueillir 20 personnes. Corinne avait commandé des apéritifs qui étaient déjà sur la table. Tout le monde a trouvé sa place et a commencé à se passer les plats. La conversation est devenue bruyante avec plusieurs personnes parlant en même temps. Je me suis assise entre ma grand-mère et Delphine, en plein milieu. Corinne s'est levée après que tout le monde ait pris sa nourriture et a tapé sur son verre avec une fourchette. La salle est devenue silencieuse. Elle a dit qu'elle voulait porter un toast. Elle a parlé de sa fierté de me voir réaliser mes rêves par pure détermination. Elle a mentionné les nuits que j'avais passées à étudier chez eux quand j'avais besoin d'un endroit calme pour travailler. Elle a dit, te voir ne jamais abandonner à enseigner à mes propres filles des leçons importantes sur la poursuite des objectifs, même quand les choses deviennent difficiles. Rémi s'est levé ensuite et a ajouté ses propres histoires. Il a parlé de m'avoir trouvé endormi sur la table de sa cuisine à 2 heures du matin avec des livres éparpillés partout. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un avec autant de concentration et de cran. Mon visage est devenu chaud pendant qu'il parlait. Tout le monde a levé son verre et a bu. Ma grand-mère a tendu la main et a serré la mienne sous la table. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai pris et j'ai vu 3 messages de ma mère et 2 de mon père. Ils disaient qu'ils étaient fiers et demandaient des photos. Le message de mon père disait qu'il aurait aimé qu'ils puissent être là. Ma mère a dit qu'elle espérait que j'avais passé une journée merveilleuse. J'ai lu 2 fois. Les mots semblaient vides après qu'ils aient manqué l'événement réel. J'ai sélectionné quelques photos de ma pellicule et les ai envoyées sans ajouter de message. Ma mère a répondu immédiatement avec des émojis en forme de cœur. Mon père a appelé, mais j'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. J'ai remis mon téléphone dans mon sac et j'ai pris ma fourchette. Pour la première fois, garder mes distances avec eux me semblait tout à fait juste. Je ne me sentais ni coupable ni triste à ce sujet. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je faisais le mien. Un autre message est arrivé pendant que je mangeais. C'était de Roxane. Il était long. Il remplissait tout mon écran quand je l'ai ouvert. Elle s'excusait et disait qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était important pour moi, mais ensuite elle a passé 3 paragraphes à expliquer le stress du mariage et le sentiment d'être négligée dans la famille. Elle a dit qu'elle traversait une période difficile et qu'elle avait pris de mauvaises décisions. Elle espérait que je pourrais comprendre et lui pardonner. J'ai lu 2 fois. Les excuses étaient enfouies sous tellement de justifications qu'elles comptaient à peine. J'ai écrit une courte réponse disant que j'appréciais les excuses et que j'espérais qu'elle allait bien. Je ne me suis pas engagée dans son récit de victime ni n'ai dit que tout allait bien. J'ai juste accusé réception de son message et j'en suis restée là. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis concentrée sur les personnes qui étaient réellement assises autour de moi. Ma grand-mère s'est levée vers la fin du dîner, a tapé sur son verre et a attendu que tout le monde la regarde.
Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que la famille signifiait vraiment. Elle a dit que la famille, c'était d'être là, d'être présent dans les moments importants, de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Elle a fait une pause et a regardé autour de la table. Elle a dit qu'elle mettait à jour son testament pour refléter qui s'était vraiment comporté comme une famille. Elle n'a pas prononcé les noms de mes parents, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Elle s'est tournée vers moi et a dit que j'hériterais de sa maison quand elle partirait, parce que j'étais la seule qui lui rendait visite régulièrement et qui se souciait vraiment de sa vie. Mon oncle a hoché la tête en signe d'approbation. Plusieurs autres personnes à table ont murmuré leur soutien. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes à nouveau, mais j'ai souri et les remercié. Elle s'est rassise et m'a tapoté le bras. La porte du restaurant s'est ouverte et j'ai levé les yeux pour voir le docteur Néron entrer dans notre salon privé. Il portait encore sa blouse blanche de l'hôpital. Il est venu à ma place et m'a félicité personnellement. Il a dit que tout l'hôpital était impatient que je commence mon internat le mois suivant. Il était impressionné par ma performance pendant les stages et pensait que je serais une excellente médecin. Il a mentionné que ma capacité à gérer les drames familiaux tout en maintenant l'excellence professionnelle montrait le type de caractère qu'il voulait chez leur médecin. Il est resté environ 10 minutes, discutant avec différentes personnes à table. Ma grand-mère lui a posé des questions sur le programme d'internat. Corinne lui a dit à quel point tout le monde était fier. Quand il est parti, il m'a de nouveau serré la main et a dit qu'il me verrait dans 4 semaines. Le dîner a duré 1 heure de plus. Les gens ont partagé des histoires et ont ri. Mon oncle a raconté des histoires embarrassantes sur moi quand j'étais enfant. Delphine a parlé de notre premier jour en faculté de médecine, quand nous étions toutes les deux terrifiées. Rosalie a mentionné la fois où je m'étais endormie pendant une session de révision et que j'avais bavé sur mon livre. Toute la soirée semblait chaleureuse et juste. C'étaient mes gens. C'était ma famille. Non pas parce que nous partagions le même sang, mais parce qu'ils avaient choisi d'être là pour moi quand cela comptait. 2 semaines ont passé rapidement. J'ai emménagé dans un petit appartement près de l'hôpital en utilisant l'argent que ma grand-mère m'avait donné. L'espace était minuscule, mais il était à moi et assez proche pour aller au travail à pied. Mon premier jour d'internat a commencé à 5 heures du matin. Je suis arrivée 15 minutes en avance et j'ai trouvé 3 autres internes déjà dans le vestiaire. Nous nous sommes présentés et sommes allés faire les visites du matin ensemble. Le médecin superviseur nous a passé la liste des patients et nous a assignés à différents cas. Le travail a été intense dès la première minute. J'ai à peine eu le temps de penser à autre chose qu'aux tâches qui m'attendaient. Pendant une rare pause vers minuit, je me suis assise dans la salle des internes avec 2 des autres nouveaux. Nous étions tous épuisés. L'une d'elles a mentionné que sa famille ne comprenait pas pourquoi elle travaillait des horaires si fous. Un autre a dit que ses parents lui demandaient encore quand il allait trouver un vrai travail. Je leur ai raconté ma situation familiale compliquée, ma sœur organisant son mariage le jour de ma soutenance de thèse. Ils ont tous deux hoché la tête comme s'ils comprenaient parfaitement. La première interne a dit que son frère avait fait quelque chose de similaire en essayant d'éclipser son acceptation en faculté de médecine. L'autre a parlé des membres de sa famille qui avaient cessé de lui parler quand il avait choisi la médecine plutôt que l'entreprise familiale. Nous sommes restés assis là pendant 20 minutes à partager des histoires. J'ai réalisé que cette expérience était bien plus courante que je ne le pensais. La faculté de médecine et l'internat exigeaient des sacrifices que tout le monde ne comprenait pas ou ne respectait pas, mais assise dans cette salle avec des gens qui comprenaient, je me sentais moins seule dans cette épreuve que jamais. L'appel de ma mère est arrivé 3 semaines après la cérémonie. Elle a demandé si nous pouvions nous retrouver pour dîner et parler, et je pouvais entendre la prudence avec laquelle elle choisissait ses mots. J'ai accepté de les retrouver dans un restaurant à mi-chemin. Quand je suis entrée, ils étaient déjà assis dans une banquette au fond et mon père s'est levé comme s'il n'était pas sûr de devoir me prendre dans ses bras. Nous avons commandé et avons parlé de banalités sur le temps et mon appartement jusqu'à ce que le serveur parte. Puis ma mère a commencé à expliquer comment ils étaient dans une situation difficile, voulant soutenir leurs 2 filles. Mon père a dit qu'il pensait que je comprendrais, puisque j'avais toujours été la responsable. Ils ont parlé des acomptes de Roxane et de son excitation pour le mariage. Ma mère a mentionné à quel point ils se sont sentis
embarrassés lorsque des parents leur ont demandé pourquoi ils n'étaient pas à ma soutenance de thèse. Chaque explication sonnait faible, même pendant qu'ils la donnaient. Je les ai regardés se tortiller sur leur siège et j'ai réalisé qu'ils étaient plus préoccupés par leur apparence aux yeux de la famille élargie que par la façon dont ils m'avaient fait sentir. Quand ils ont fini de parler, j'ai posé ma fourchette et j'ai dit que je leur pardonnais. Le visage de ma mère s'est illuminé pendant une seconde avant que je continue. J'ai dit que notre relation serait différente maintenant, parce que je ne pouvais plus leur faire confiance comme je l'aurais espéré. Je leur ai dit que j'avais besoin de personnes qui étaient là pour moi sans avoir à être convaincue, et que ces personnes, ce n'étaient pas eux. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a regardé son assiette, la mâchoire serrée. Aucun d'eux n'a argumenté ou essayé de trouver d'autres excuses. Je n'ai pas tendu la main sur la table, ni dit que tout allait bien. Je suis juste restée assise là et je les ai laissés absorber ce que j'avais dit. Le reste du dîner fut silencieux. Nous avons parlé de sujets sûrs, comme la santé de ma grand-mère et le nouveau travail de mon oncle. Quand nous sommes sortis, ma mère m'a serré dans ses bras et a chuchoté qu'elle était vraiment désolée. Je l'ai étreinte en retour, mais je n'ai rien dit de plus. Le message de Roxane est arrivé 2 semaines plus tard, demandant si je voulais prendre un café. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a rendue curieuse. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez elle. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a commandé un café au lait et a joué avec son téléphone pendant que nous nous asseyions dehors. Elle a commencé à parler de la difficulté des choses avec Théodore. Elle a dit qu'il était distant depuis l'annulation du mariage. Puis elle m'a regardée et a dit qu'elle m'avait enviée pendant des années. Elle a admis que voir tout le monde choisir ma soutenance plutôt que son mariage lui avait fait réaliser que les gens la considéraient comme égoïste. Elle a parlé du sentiment d'avoir gâché sa vingtaine pendant que je construisais quelque chose de réel. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Elle ne s'est pas totalement excusée ni n'a assumé l'entière responsabilité, mais elle s'est approchée d'une véritable prise de conscience plus que je ne l'avais jamais vue faire. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté. Nous avons discuté pendant encore 1 heure de ses enfants et de mon internat. Ce n'était pas comme si nous étions soudainement proches, mais quelque chose avait changé entre nous. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fière de moi. Je l'ai cru. 3 mois après le début de mon internat, ma vie a commencé à me sembler m'appartenir. La famille Garnier m'invitait à dîner le dimanche chaque semaine. Corinne s'assurait toujours de cuisiner quelque chose qu'elle savait que j'aimais. Ma grand-mère m'appelait tous les quelques jours juste pour discuter de son jardin ou de son club de lecture. Les autres internes sont devenus mon système de soutien quotidien, des personnes qui comprenaient l'épuisement et l'excitation de ce que nous faisions. Ma relation avec mes parents est restée compliquée. Nous parlions au téléphone toutes les 2 semaines, mais il y avait une distance qui n'existait pas avant. Roxane et moi échangions parfois des messages sur des choses normales de sœurs. Rien n'était parfait ou réparé, mais je n'avais pas besoin que ce le soit. J'avais des gens qui célébraient sincèrement ma réussite. J'avais une carrière que j'avais mis 8 ans à construire. J'avais une famille que j'avais choisie, et qui m'avait choisi en retour. Debout à l'hôpital à 2 heures du matin, après avoir sauvé la vie de quelqu'un, je me sentais sincèrement heureuse de la médecin que j'étais devenue. Commentaire: je crois sincèrement que chaque épreuve nous offre une leçon sur notre propre valeur. Apprendre à poser des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour préserver notre paix intérieure. Le pardon ne signifie pas effacer le passé, mais plutôt à se libérer du poids qu'il fait peser sur notre présent. Parfois, la famille que nous nous construisons nous apporte le soutien que la famille de sang ne peut pas nous donner. Votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres, mais de la reconnaissance de vos propres efforts et sacrifices. Il est possible de protéger son cœur tout en restant une personne bienveillante et ouverte. Prendre la responsabilité de notre propre bonheur est la décision la plus courageuse que nous puissions prendre. La guérison demande du temps et de la patience, alors soyez doux avec vous-même durant le processus. J'espère que cette histoire vous inspire à choisir les personnes et les situations qui honorent ce que vous êtes vraiment. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.